d'étudiante dans cette école à maintenant à la direction de cette école. J'ai décidé de mettre toute l'école en alternance. Alors à l'époque, c'était mal vu encore l'alternance. Non, tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. Aujourd'hui, il y a un système d'éducation, je pense, qui n'est pas orienté vers les entreprises. On va vous former pour avoir votre diplôme, mais pas que. Je pense qu'il faut avoir une posture d'entrepreneuriat dans l'entreprise. Si on peut faire une grande école, franchement, il faut faire une grande école. Les profs, c'est des coachs, c'est des mentors. La devise de l'école, c'est « Tout est possible ». À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Odile Gonzalez, une personnalité engagée en faveur de la réussite des jeunes. Odile, bonjour. Bonjour Philippine. Bienvenue dans 20 sur 20, je suis ravie de vous recevoir. Quelques mots sur vous peut-être pour commencer d'abord. Vous êtes diplômée de l'ESC Compiègne, vous avez débuté votre carrière aussi chez Yves Saint Laurent, maison dans laquelle vous avez passé 11 ans, rien que ça, occupant des postes clés comme acheteuse, puis responsable de la logistique pour les marchés asiatiques et européens notamment. Vous avez ensuite rejoint L'Oréal pendant 5 ans en tant que responsable des achats pour des marques prestigieuses telles que Lancôme, Armani ou encore Cacharel. Tout à fait. Et aujourd'hui, après donc y avoir été étudiante, vous dirigez l'ESC Compiègne où vous mettez à profit votre expertise pour former la prochaine génération de leaders et de citoyens avec des valeurs qui sont les vôtres. Et ces valeurs, on va en parler justement, parler aussi orientation, enseignement supérieur, formation, alternance, sport, flamme olympique, vous allez comprendre pourquoi dans un instant et bien plus. Tout ça, c'est au programme de notre échange dans un instant. Merci d'être parmi nous et bienvenue sur 20 sur 20. Merci. Alors, on va commencer à parler de votre parcours professionnel parce que celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ne vous connaissent peut-être pas. Travailler d'abord pour des maisons de luxe comme Yves Saint Laurent ou Dior, ça représente, il faut le dire, le summum de l'exigence avec une attention très méticuleuse aux détails et une quête assez incessante de l'excellence. Je ne me trompe pas trop. Tout à fait. Bon, alors passer de ce monde à celui de l'enseignement supérieur, c'est sacrément inhabituel. Qu'est-ce qui vous a motivé à sauter le pas ? En fait, j'ai commencé, moi, à travailler chez Yves Saint Laurent suite à mon stage de fin d'études. D'accord. Franchement, j'avais aucune connaissance, aucun piston, comme on disait à l'époque. Ouais. Donc, pour chercher mon stage, j'ai écrit partout, dans la région. Et à côté de Compiègne, à 30 km, il y a à Lassigny, dans un village, il y a Yves Saint Laurent, donc l'usine d'Yves Saint Laurent. Tout à fait. Donc, j'avais proposé mon stage pour faire du contrôle de gestion, parce qu'en finance, je n'étais pas très férue. Je me suis dit, il faut savoir compter dans la vie professionnelle. Donc, voilà. Donc, au bout de 6 mois, ça m'a confirmé que je ne pourrais pas être financière. D'accord. Mais par contre, ça m'a vraiment permis de comprendre à quoi ça servait. Et maintenant, j'adore les chiffres et j'adore jouer avec les chiffres. Suite à ça, en fait, je me suis dit, waouh, je veux absolument rester dans cette maison. À l'époque, c'était vraiment une maison, puisque c'était tenu par Monsieur Saint-Laurent et Monsieur Berger. C'est vrai. Avec une ambiance très maison. Et ils proposaient des postes en chef d'atelier, donc dans les ateliers. Incroyable. Et en poste. Donc, en fait, on travaillait de 5h du matin à 13h, ou bien après... le soir. Waouh. Et j'ai trouvé ça trop sympa, donc je me suis proposée. Alors que je n'étais pas ingénieure, j'étais commerciale. Et j'ai été prise. J'ai trouvé ça formidable, les usines. J'aime beaucoup les usines. Parce que c'était radicalement différent de ce que vous aviez fait avant. Complètement, mais beaucoup de management, beaucoup de faire adhérer. Et finalement, chacun avait ses compétences. Donc, il suffisait de mettre en mayonnaise toutes les compétences. Du haut de mes 25 ans, je disais pas trop il suffisait, mais... en fait, ça s'est très bien passé. Et à la suite de ça, il y a un poste d'acheteur qui s'est ouvert. Acheteur, à l'époque, ça fait un bout de temps, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et en fait, c'était des anciens techniciens qu'on mettait aux achats. Mais les commerciaux en face venaient d'écoles de commerce. D'accord. Donc, en fait, ils se sont dit, tiens, on va mettre des écoles de commerce en face des écoles de commerce. Voilà. Et donc, j'ai débuté ma carrière là-bas en achetant du carton, du verre, des bouchons, etc. J'ai fait 3 ans de logistique internationale qui était absolument passionnant. Certes, en Asie, donc j'ai beaucoup voyagé, mais en Europe, où en fait, on passait de... Il y avait un changement entre les petits magasins, les petites parfumeries qui se transformaient en Sephora, Nocibé, etc. D'accord. Donc, en fait, il y a eu tout un changement logistique et c'était vraiment intéressant à mener. À la suite de ça, j'ai été débauchée par L'Oréal, où je suis restée 5 ans.
Et j'ai eu un désaccord plus ou moins avec mes patrons, et puis peut-être envie de changer. Au bout de 15 ans dans la même profession, il y a 2 facteurs qui m'ont fait changer. Le premier, qui est le plus important quand même, c'était que moi, quand j'ai débuté, quand on ne savait pas trop ce qu'il fallait donner des prix estimatifs pour sortir des nouveaux parfums. Il faut dire, voilà, ça va coûter à peu près tant pour pouvoir définir un prix de vente. Et quand on ne savait pas trop la matière d'un capuchon, comment faire pour avoir cette teinte-là, pour avoir ce rendu, on allait voir un monsieur qui s'appelait Fernand. Fernand, il savait tout. Il savait vous donner le prix d'un bouchon quelconque, en quelle matière. Oui, tu brûles, tu vois ce que c'est, etc. Et moi, au fil de l'eau, j'ai acquis aussi cette expérience. Et au bout de 15 ans, chez L'Oréal, on disait, quand on ne savait pas quelque chose, demande à Odile. Waouh. Et là, moi, ça m'a fait un peu flipper. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Cette responsabilité? C'est pas une responsabilité, c'est que je me suis dit, waouh, je suis le Fernand. J'avais tout juste pas envie. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, là, il faut que tu bouges. Ouais, c'était le signe de faire autre chose. Il faut que tu bouges. J'avais plus de 40 ans, j'avais 45 ans. Là, vraiment, il faut changer. Donc, en fait, discussion. On marie une copine sur le tard. On loue un gîte, les enfants sont couchés, l'apéro prolongé. Et en fait, je fais part un petit peu de dire, voilà, j'aimerais bien changer de vie professionnelle. Et une copine avec qui j'étais à l'école, qui était dans l'automobile, acheteuse, et qui avait le même ressenti que moi aussi. On se dit, tiens, ça serait sympa qu'on puisse faire autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre boîte? On s'est acheté. Pourquoi pas? Et moi, le deuxième phénomène, c'était qu'à cette époque, j'étais en désaccord avec pas seulement L'Oréal, parce que c'était un mouvement, c'était de dire l'atelier du monde est en Chine. Waouh! Et en fait, vous étiez visionnaire sur le sujet, sans doute, à cette époque. Et en fait, on avait des fournisseurs formidables en France qui mettaient en place des innovations, qui mettaient en place des tas de choses. Et finalement, nous, on avait comme ordre de partir, pas sur tout, mais sur certaines productions, les plus faciles, avec moins de valeur ajoutée, etc., en Chine. Et j'avais beau expliquer, mais N+1, mais N+2, que non, parce que nous, dans le luxe, surtout, il fallait faire autrement, et on pouvait travailler sur l'analyse de la valeur, même si on travaillait déjà beaucoup dessus, mais autrement. Donc, à force d'être dans le désaccord, et puis on avait vous aviez envie d'autre chose. Ouais. Mais alors, comment vous êtes arrivé jusqu'à l'ESC Compiègne? Oui. Donc là, j'ai créé ma société avec Joël de conseil et de formation dans le domaine des achats. D'accord. Donc moi, j'étais très technique, ça c'est clair. Donc je travaillais avec mes anciens fournisseurs, je travaillais avec des acheteurs. J'ai beaucoup formé d'acheteurs chez Chanel, chez Kenzo, chez Dior. Enfin, forcément, je connaissais beaucoup de monde dans la profession. Bah oui. Et les écoles sont arrivées. J'ai une ancienne collègue à l'UTC, qui est une université de technologie, qui dit, écoute, Odile, si tu pouvais donner des cours à l'UTC pour faire connaître le métier d'acheteur aux ingénieurs. Comme quoi, on n'est pas que des négociateurs vendeurs de babouches, mais qu'on est aussi... on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la technique. Donc voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai été aussi chez HEI. On est venu me chercher, qui est les autres études industrielles. Ouais. Enfin, bref, sur Lille, une école d'ingénieurs qui était très intéressante aussi. Et puis petit à petit, j'ai été un petit peu dans la formation. Et à terme, on m'a demandé de reprendre l'école supérieure de commerce de Compiègne. C'est comme ça que vous êtes arrivée là, d'étudiante dans cette école, à maintenant à la direction de cette école. Voilà. Ça fait quelques années. C'est une école 100% en alternance. Oui. L'alternance, autrefois marginale dans les grandes écoles, elle s'est imposée maintenant, aujourd'hui en 2024, comme un modèle sacrément efficace aussi de formation, qui relie en fait de manière très étroite à la fois la pratique et de la théorie. Mais il y a 10 ans, quand vous êtes arrivé là, à peu près, l'idée de faire de l'ESC Compiègne une école entièrement dédiée à l'alternance, ça a suscité de vives critiques. Qu'est-ce qu'on vous a reproché à cette époque-là? Alors déjà, pourquoi moi j'ai mis l'école complètement en alternance? Ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée. Parce que dans ma vie professionnelle, généralement chez L'Oréal, on embauchait des jeunes sortant de très grandes écoles. Là, il n'y a rien à dire. Ils ont un disque dur formidable. Il n'y a rien à dire. Ils vont très, très vite. Ils ont une belle notion d'analyse. C'est très bien. Mais après, au niveau pratico-pratique, il faut les remettre. C'est pas la même chose. Et moi, je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai l'école, moi, ce ne sert à rien de se battre contre des HEC, des Gazar, etc. Et vraiment, sans les capacités de le faire, qu'ils aillent dans ces grandes écoles. Et ça,
franchement, quand je le détecte, vous n'étiez pas en compétence. Je leur dis, ah non, mais vraiment pas. Donc moi, je me suis dit, il faut qu'ils soient pragmatiques, les miens. Donc en fait, la meilleure solution, c'était l'alternance. Donc j'ai décidé de mettre toute l'école en alternance. Alors à l'époque, c'était mal vu encore l'alternance. Oui. C'était vraiment la petite école qui veut faire de l'alternance, donc j'ai été un petit peu dénigrée. Sauf que, parallèlement, les entreprises ont trouvé ça génial. Ah ouais, elles avaient de plus en plus de besoins aussi. Oui. Ce qui est encore le cas. De plus en plus de besoins. Compiègne, c'est pas loin de Paris. Tout à fait. Mais ça attire pas les jeunes diplômés. On se dit pas, tiens, chouette, je vais aller bosser à Compiègne. Ouais. Soit on est du cru, soit on a fait ses études là-bas. Donc en fait, c'était une façon pour les entreprises d'attirer les futurs cadres. En disant, si on les forme, on va peut-être les garder. Ça a été un pari réussi. Et ça a été un pari réussi. Alors, dans toute démarche de transformation aussi, on le sait, les résistances au changement sont inévitables, surtout lorsqu'il s'agit d'une institution académique avec des traditions parfois bien ancrées. Vos choix, d'abord perçus comme radicaux par certains, se sont donc révélés en adéquation avec l'évolution aussi des attentes du marché du travail. Quels sont justement ces obstacles que vous avez dû surmonter pour faire accepter cette transition? Quels arguments aussi ont été les vôtres? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la filière professionnelle qui est, alors c'est de mieux en mieux, mais encore moins bien vue que la filière traditionnelle d'excellence, la voie royale. On dit souvent que la voie royale, c'est la voie qu'on choisit, c'est la nôtre. Vous, peut-être que la voie royale, c'est l'alternance. Mais quels ont été les arguments que vous avez utilisés pour justement convaincre à la fois vos équipes nouvelles, vos collaborateurs, et puis ces entreprises et ces élèves pour les faire adhérer à votre vision? Alors, pour reprendre votre expression de voie royale, moi, je pense qu'il n'y en a pas. Ouais. Il y a plusieurs voies, plusieurs chemins. Chacun a sa voie royale, en fait. Et on peut y arriver. Ouais. Voilà. Donc, les arguments, en fait, c'est les entreprises qui me les ont donnés. Moi, je suis très ancrée localement au niveau des entreprises. C'est-à-dire que les boîtes avec lesquelles vous bossez aujourd'hui à l'ESC Compiègne, ce sont majoritairement des boîtes de la région Compiègne, etc. À 1 heure de Compiègne. Ah ouais. Et vraiment, moi, je souhaite rester locale. D'accord. Contrairement aux autres écoles, je prends vraiment un chemin différent. Moi, je souhaite répondre à la demande locale. Donc, à Compiègne, c'est plutôt industriel. C'est beaucoup de PME, mais on a des grosses sociétés. Ouais. Et oui, ils ont besoin de monde, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de jeunes. Donc, c'est en travaillant avec eux qu'on arrive déjà à adapter un petit peu nos programmes et à répondre vraiment aux besoins. Moi, je n'ouvre pas un diplôme pour dire, tiens, je vais l'ouvrir, je vais faire du monde. Ouais. Moi, c'est, tiens, Odile, il nous manque des RH. OK, à quel niveau? Bon, là, on a ouvert un bachelor RH. Et vraiment, je pense que je prends les choses d'une façon en répondant aux besoins de l'entreprise. Aux besoins du marché. Pourquoi c'est important de soutenir l'alternance? Et au-delà de ça, est-ce que c'est un chemin pour tous? Est-ce que c'est fait pour tout le monde, l'alternance? Non, vraiment pas. Nous, on démarre en plus au BTS. Donc, c'est des bibichous. Ils arrivent, ils ont 18 ans. Ils viennent de passer le bac. L'année du bac, elle est dure. Il y a le bac à passer, il y a le permis à passer et il y a l'orientation. C'est super difficile. Ouais. Donc, en fait, non. Tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. Et d'ailleurs, quand on reçoit les jeunes, à chaque fois, la question, c'est est-ce qu'on voit ce jeune en entreprise? Et par moment, on va préférer prendre un dossier un peu moins bon. Scolairement? Oui, scolairement, mais avec une envie. Moi, vraiment, je préfère un jeune qui a comme ambition de faire Paris-Moscou en stop, plutôt que d'avoir un 20 sur 20. C'est les valeurs que vous défendez, dont on va parler dans un instant, effectivement. Alors, justement, sur ce sujet, je ne sais pas si vous avez lu les résultats du baromètre Jeunesse et Confiance 2023, du Cercle de réflexion vers le haut. C'est une enquête qui permet d'en savoir un peu plus sur l'état d'esprit des jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans. On en a parlé dans l'un de nos premiers épisodes avec Anne Coffinier, qui était notre invitée. Et en fait, ce qui est montré par cette enquête, par cette étude, c'est que côté dirigeants d'entreprise, le constat, il est assez sévère. Ils ne sont que 19% à considérer que l'enseignement que reçoivent aujourd'hui les jeunes à l'école et dans l'enseignement supérieur est en réalité adapté aux réalités du monde du travail. Est-ce que ça veut dire que c'est un problème systémique où tout est à revoir et où, sans doute, ce que vous dites, c'est que l'alternance, c'est la clé? Moi, je suis d'accord avec ça, complètement. Ouais.
comment répondre à ça ? C'est vrai qu'à aujourd'hui, il y a un système d'éducation, je pense, qui n'est pas orienté vers les entreprises. Et plus ça va être compliqué. Hein. Alors bien souvent, on dit oui, les jeunes, ils ont tort, les jeunes, ils sont pas bien. Oui, mais on les prépare pas toujours bien. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pas assez bien ? Alors, moi, il y a quelques... Du coup, après, ça va être des coups de gueule, ce qui n'est pas très positif. Mais par exemple, là, sur l'anglais. Ouais. Hein, l'anglais, on sait tous qu'en France, on a 10 ans d'études en anglais, on ne sait pas dire 3 mots. Hein. On apprend toujours Bria's is in the kitchen. Et c'est un peu compliqué. Et là, en fait, sur un des BTS, dans le commerce, donc le commerce, quand même, l'anglais, c'est important. C'est sûr. On a une épreuve qui devient avec une réponse au texte en français. Hein, moi, j'ai des profs qui sont... J'ai une prof canadienne qui s'occupe des BTS anglophones. Et la dernière fois, je l'entends parler français à son cours, alors qu'elle parle mieux anglais que français. Je dis, enfin, Jennifer, qu'est-ce qui vous arrive ? Elle me dit, dis donc, vous n'êtes pas au courant de la dernières instructions pour le BTS. Il y a un texte qu'ils doivent lire en anglais et ils doivent répondre en français. Elle dit, même moi, j'ai du mal à le corriger parce que féminin, masculin, j'ai un petit peu de difficulté. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, OK, on fait bien ce qu'il faut pour bien les préparer. D'ailleurs, elle a des super résultats au BTS. Mais il faut faire plus. Il faut faire plus que ce qu'on nous demande pour que nos jeunes correspondent à l'entreprise. Et moi, je dis aux jeunes, là, on vient de faire la rentrée mercredi, en me disant, on va vous former pour avoir votre diplôme, mais pas que. Hein. Moi, en tout cas, ma mission, c'est bien sûr que vous soyez diplômés, mais c'est surtout que vous soyez tout de suite employable, performant dans l'entreprise. Donc, il faut en faire beaucoup plus, mais beaucoup plus. Mais des exemples, j'en ai plein. Hein. Donc voilà. Qui est complètement il faut peut-être détricoter un petit peu ce qu'on a fait pour retricoter l'affaire. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et on a une énergie chez les jeunes qui sont formidables, avec des outils que nous, on n'avait pas. Enfin, il y a l'IA qui arrive, mais c'est formidable. Ils vont aller plus vite. Alors justement, l'IA, est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui à l'ESC Compiègne ? Est-ce que c'est quoi les directives ? Parce qu'on sait, il y a plusieurs écoles. Sciences Po, la première en France, qui l'a interdite au tout début. On va voir quelles sont les directives pour cette rentrée. Mais comment vous abordez cette question ? C'est pas facile. Alors, moi, Vous avez 4 heures, Odile. Oui. Moi, en fait, comment j'aborde l'IA ? On ne peut pas passer à côté. L'interdire, c'est pas possible. Franchement. Donc, par contre, il faut tout repenser au niveau des profs. Tout. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, le savoir... Je ne dis pas qu'ils l'ont, mais ils l'ont très facilement. Ouais. Avant, c'était les profs qui donnaient le savoir. Ouais, tout à fait. Après, il y a eu l'arrivée d'Internet, où en cours, il y a le jeune qui prend son téléphone, qui dit « Oh bah non, j'ai trouvé sur Internet, un tel dit autre chose. » Bon. Moi, tous mes profs ont 10 ans minimum d'expérience en entreprise. Il y en a énormément, surtout après en Bac+4 et Bac+5. La majorité sont encore en activité. D'accord ? Donc, en fait, l'objectif... Je veux dire, il n'y a pas un professionnel qui dit non, moi, je n'utilise pas l'IA. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Quoi, hein. On a l'information très vite, bien faite, il faut la contrôler. Attention. Et par contre, il faut leur apprendre à analyser. Et c'est peut-être la solution. Et peut-être qu'on va former des jeunes un petit peu plus opérationnels parce qu'on va les former peut-être autrement. Il faut avoir le savoir, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils écrivent. Donc, aux profs, d'utiliser ces nouvelles technologies et de façon à ce qu'ils travaillent avec l'information pour pouvoir analyser, pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Ça veut dire que, c'est intéressant, ça pose la question aussi des compétences d'aujourd'hui et de demain pour ces élèves. Oui. Quelles compétences vous considérez-vous cruciales pour leur réussite future ? Est-ce que du coup, c'est une sorte d'esprit critique ? Moi, je dirais l'agilité. L'agilité ? L'agilité, de comprendre ce qu'on fait, analyser et être entrepreneur. Est-ce que vous avez des cours d'entrepreneuriat à l'ESC Compiègne ? Ah oui, dès le BTS, même si ce n'est pas dans le programme. C'est vrai ? Vous en avez de plus en plus ? Est-ce que c'est un truc, est-ce que vous voyez que c'est une mode ou est-ce que... Non, ce n'est pas une mode, c'est une façon de... Ce n'est pas forcément que pour entreprendre, mais je pense qu'il faut avoir une posture d'entrepreneuriat dans l'entreprise. Et alors, comment est-ce qu'on traduit ça ? On a beaucoup d'interventions, on fait des tables rondes avec les plus jeunes,
avec pas forcément que des chefs d'entreprise, parce que quand on a 18 ans, chef d'entreprise, d'abord ça fait peur, hein, c'est ce qu'on entend au CAC 40, c'est tous des salauds qui ont plein de sous et qui sont pas sympas. Non, la majorité du tissu industriel, ce sont des PME, avec des patrons qui gagnent pas des milliers et des cents, qui n'ont pas de parachute en or. Et lorsque la boîte coule, ils n'ont rien, hein, ils n'ont plus rien. Donc, c'est des gens qui prennent des risques. Oui. Et si l'entreprise fonctionne, c'est des personnes qui analysent et qui sont très agiles sur les marchés. Est-ce que vous avez aussi des filles qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? Oh oui. Ou est-ce qu'il y a une sorte de plafond de verre Non. Alors nous, autant on fait des cours d'entrepreneuriat pendant 5 ans, autant qu'on a très peu d'entrepreneurs tout de suite en sortant de l'école. Parce que les ingénieurs, ils ont un joli taux d'entrepreneuriat. Nous, un petit peu moins. Généralement, ils se lancent, mais au bout de 5-6 ans. Donc, ils commencent par une expérience professionnelle avant de lancer leur boîte. Ça les rassure ? Je pense que ça les rassure, oui. C'est intéressant. Alors, j'en ai. Là, il y en a, ils ont fait en 5e année, on fait un business plan. Il y en a, ils font leur business plan sur l'entreprise qu'ils vont avoir. Donc, c'est génial parce que nous, on les aide à faire leur business plan. Bah oui. Donc, quand ça s'ouvre, moi, je suis tout ce qu'on leur souhaite, c'est clair. Mm. Alors, pour vous, Odile, quels sont les moments clés, justement, à ne pas rater dans l'orientation des adolescents aujourd'hui ? On parle de tous ces sujets-là, mais qu'est-ce qui... C'est difficile, ce sujet d'orientation. À 15 ans, on se pose la question en disant, enfin, en tant que parent, on dit à ses enfants, t'as 15 ans, tu vas passer en seconde, il faut que tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire l'année d'après, ta filière, aux matières que tu vas choisir. Et puis après, 18 ans, on est à peine démoulé et il faut choisir une école, une filière. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Moi, c'est mon point de vue. On leur demande très tôt, très, 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 très tôt de s'orienter. Ça fait qu'on a des jeunes par moment qui arrivent... qui n'ont jamais, par exemple... je passe un petit coup de gueule. Vous êtes là pour aussi. Par exemple, sur... nous, le BTS, il ne faut pas être fort en mathématiques. Hein. Ce n'est pas des maths, c'est des calculs. Un jeune qui postule chez nous, il a un entretien individuel et il a un test de calcul. Avec des divisions, des règles de 3, des équations... une inconnue. D'accord. La TVA qui se calcule dans un sens ou dans l'autre sens. Quand je fais les soldes, au début, c'est 40% et après, c'est 10% supplémentaires. Ça ne fait pas 50%. Aïe. Moi, de toute façon, je sais que faire 50% dans les soldes. Voilà. Donc, en fait, tout ça, on l'apprend au collège et après, on ne l'apprend plus. Donc, on a des jeunes, on l'applique. Soit ils ont des cours de mathématiques très, très, très performantes pour faire des grandes écoles, soit il n'y a plus rien. Waouh! Et même plus les bases. Il n'y a même plus les bases. Donc là, nous, on reprend des cours de calcul et là, on va reprendre des cours d'orthographe. D'accord? Donc si on pouvait déjà voir les bases, ce serait bien. Ah ouais. Alors qu'ils sont dans un modèle écrit, hein, les textos, les WhatsApp, etc. Ils sont beaucoup plus écrits que nous. Enfin, que moi, en tout cas, à l'époque, on téléphonait, on allait voir les gens, tandis que là, et du coup, quand c'est plein de fautes, c'est horrible. Alors, c'est dû à quoi, justement, tout ça, selon vous ? Est-ce que c'est cette génération Internet qui fait que... Non. Ah, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est à l'éducation, dans le sens, au collège, on n'apprend plus les bases. Et en primaire, collège, à un moment, il n'y avait même plus de dictée. Donc, les gens arrivent en 6e, ces jeunes-là, et ils ne savent plus écrire. Pas écrire. Non. Et la différence, ça creuse un fossé. Ça creuse un fossé énorme. Nous, on a des entreprises qui font des tests de français pour que les jeunes puissent entrer en entreprise. Avec le projet Voltaire, notamment. Alors, on remet le projet Voltaire, nous. Alors, tout ça, c'est du hors... c'est pas financé, hein, c'est hors programme. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est comme ça que je corresponds à la demande des entreprises. Bon, alors une autre question autour de l'orientation. Odile, en tant que jeune, qu'est-ce qui doit aujourd'hui diriger notre choix d'école par rapport à une autre dans un même domaine ? Est-ce qu'on doit privilégier une école ou des études par rapport à la renommée de l'institution, par rapport à l'équilibre travail-vie perso, les partenariats que l'école a noués avec des entreprises comme la vôtre, par exemple ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choix, évidemment, mais si on a la capacité, la culture, si on peut faire une grande école,
franchement, il faut faire une grande école. Vraiment. C'est pas bon pour votre business, ça aussi. Non, mais il faut être conscient des choses. Et moi, je suis sincère, sur une niche très particulière. Ouais. Après, je crois que le choix des écoles se fait sur ce qu'on a envie. Aller sur les salons, aller dans les portes ouvertes. Nous, par exemple, on est très atypique. On connaît chaque jeune. Il n'y a pas de numéro. Hein, on les reçoit tous, on les suit. Moi, je suis plutôt les masters. Je me donne jusqu'à fin octobre, je connais tous les prénoms des jeunes et je connais les entreprises dans lesquelles ils sont. Et combien d'élèves aujourd'hui? Nous, il y en a 400. Quand même. Oui. Par contre, quelqu'un qui va être plus anonyme, qui n'aime pas qu'on soit un petit peu sur son dos, il ne faut pas qu'il vienne chez nous. Voilà. Il vaut mieux qu'il aille dans une grande école, où on est un petit peu une grande école dans le sens du nombre. Oui. Hein, oui. Je préfère, et je le dis clairement, là c'était la rentrée, je dis clairement aux jeunes, si vous ne vous sentez pas bien, il faut partir. Il ne faut pas rester quand on n'a pas envie d'y aller, quand on a mal au ventre, quand on se dit « Oh là là, ils vont encore m'embêter », parce que c'est vrai qu'on les embête, non, ça c'est clair. On les suit, on les embête, on les sort de leur zone de confort. Et ça, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, mais j'imagine que vous leur dites ça parce que ça leur permet aussi de grandir d'une autre manière. Et peut-être que c'est une sorte de pédagogie, quelque part, que vous avez mise en place, qui n'est pas mise en place ailleurs dans d'autres écoles. Ça nous correspond. Et puis, vous parliez de l'orientation. Je pense qu'on a le droit de se tromper, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. À 18 ans, comme à 25 ans. On peut se dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Puis finalement, ça ne plaît pas. Et c'est pas grave. Hein. Après, il y a la formation tout au long de sa vie, donc c'est pas gênant. On prend des jeunes qui ont fait STAPS, voilà, qui voulaient avoir une orientation sportive, puis finalement, le taux de réussite n'était pas là, etc. Donc, je dis, tiens, je ferais bien, pourquoi pas, du commerce. Mais pourquoi pas? Ça ouvre tellement de portes. Parce qu'on appelle ça une école de commerce, mais on peut faire du marketing. On peut tout faire après. On peut tout faire, sauf tout ce qui est très technique. Ouais. Ça, c'est réservé aux ingénieurs. Ouais. Voilà. Et puis, on prend aussi des personnes qui sont plus âgées, qui ont plus de 30 ans et qui sont les bienvenus. Qui veulent se chez nous, et j'aime bien, après une qui veulent se reformer reformer avec l'alternance. C'est plus facile que de rentrer dans l'initiale. Et moi, ça m'équilibre vraiment les classes. J'adore. Eh bien, génial. Oui. Eh bien, on va enchaîner maintenant sur un autre sujet parce que ça fait aussi partie de votre vie. Vous n'en avez pas encore parlé, mais justement, on va en parler parce que je trouve ça absolument passionnant. Et d'abord, vous féliciter parce que porter la flamme olympique est un honneur réservé seulement à quelques-uns. Ça symbolise l'esprit de persévérance, l'excellence, l'unité aussi. Et c'est un honneur que vous avez pu vivre il y a quelques semaines. Oui. C'était comment? Alors, il y a plusieurs phases. Déjà, lorsqu'on m'a dit « Vous allez être porteur de la flamme, merci de remplir le dossier », j'ai cru que c'était... C'est un truc de dingue, ça. Ah, c'est un truc de dingue, j'ai pas cru, j'ai jeté, je croyais que c'était une pub. C'était, moi, c'est grâce à la Caisse d'épargne. En fait, on leur a demandé de sélectionner 2 entreprises, dont ils ont choisi, dont le SC Compiègne. Bah, dis donc. Waouh. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, oui. Alors, on me l'a expliqué, puis après, le jour J, on nous le réexplique bien. Le pourquoi, parce que déjà, je suis très intégrée localement. Je donne beaucoup à la jeunesse et je suis très liée aussi avec les entreprises. Donc, pour moi, ça a été... Et puis, non, je suis sportive. Là, ça a été une reconnaissance énorme, une fierté, mais énorme. Ça signifie quoi pour vous, en tant que directrice, en tant qu'individu, que femme? Pour moi, c'était l'école. Hein. Donc, tout de suite, j'en ai parlé aux jeunes, mais c'était une fierté pour tous, quoi. C'est-à-dire que je représentais, parce qu'on est porteur de la flamme. Le mot porteur, pour moi, est très, très, très important. Ouais. Hein, ce qui est important, c'est le symbole de la flamme. C'est pas nous. Mais n'empêche que quand on le porte, on est super fiers. Ah oui, j'imagine. Hein. Donc, ça a été une fierté énorme que j'ai vraiment pris au sérieux. Et beaucoup de joie, beaucoup de partage. Et d'humilité, finalement. J'ai l'impression que le sport, de toute façon, ça fait partie de votre vie depuis un certain temps, depuis toujours. Oui. Alors, le sport, c'est important et je relie beaucoup la philosophie de l'école au sport. Hein? Comment concrètement? C'est des valeurs? C'est des valeurs et c'est une façon aussi d'enseigner. C'est ce que j'explique à la rentrée des profs, là, qui était jeudi matin. Les profs, c'est des coachs. Ouais. C'est des mentors. Puisque, comme je vous expliquais, maintenant, ils peuvent avoir l'information très vite. Beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, en fait,
La devise de l'école, c'est « Tout est possible ». À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà. J'adore. Donc, en fait, oui, tout est possible. On peut avoir son BTS, on peut avoir son Bac+3, on peut avoir son master. Par contre, il faut le rêver. Hein. Donc ça, c'est important. Qui dit rêve, dit motivation. Oui. Je suis là parce qu'il y avait de la lumière. Non, pas chez nous. Oser. Et puis surtout travailler. Ça, c'est clair. On n'a rien sans rien. Dans le sport, quand vous voyez comment ils s'entraînent tout le temps et tout le temps. Les échecs, oui, on a le droit à l'échec. Ouais. Mais surtout, plantez-vous. Plantez-vous. Ouais. Celui qui fait rien, ça c'est sûr qu'il ne va pas se tromper. Et par contre, il faut se relever. Mais c'est intéressant cette notion de coach, de mentor dans la manière dont vous présentez vos étudiants. Parce que si je pense, ce que vous me dites me fait penser aux essais de Montaigne. Montaigne disait à l'époque dans ses essais, en fait, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui dans notre système éducatif et d'enseignement supérieur, les enseignants, le système, il disait en gros, bourre le foie des élèves de savoir, et le savoir est descendant, c'est-à-dire que les enseignants le donnent aux élèves, et quelque part, les enseignants ne gagnent rien à part le fait d'avoir transmis le savoir. Vous, c'est autre chose, c'est un rapport complètement différent Alors, à cette relation. C'est un rapport différent. Beaucoup d'écoles vont vous le dire d'ailleurs. Maintenant, c'est un petit peu moins en entonnoir, quoique on gave beaucoup de doigts quand même. Mais il ne faut pas non plus, pour nous en tout cas, tomber dans la pédagogie inversée. Parce qu'à un moment, il y a eu une mode. Ouais. Tout à fait. En disant, vous apprenez vos cours, vous allez les chercher, les voilà, et puis après, on va faire que des exercices dessus. Alors ça, c'est chez nous. Vous n'y croyez pas ? Non. On a expérimenté, c'est la catastrophe. Ah oui ? Non, faut pas tomber là-dessus. Nous, c'est une pédagogie active. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on prend le savoir, on le travaille ensemble, et après, on va le mettre en application. Et la difficulté des profs, là, à partir de cette année finalement, parce que je trouve qu'il y a une rupture énorme avec l'IA, il faut vraiment, vraiment prendre conscience, c'est de dire maintenant comment je l'applique. Et l'avantage de l'alternance, c'est qu'on peut appliquer la théorie avec, ça, c'est sûr, avec la pratique. Donc, c'est que ça va être compliqué à mettre en place, mais alors ça va être génial. Parce que franchement, on va pas les gaver là, ça va pas être l'entonnoir dans la gorge, ça va vraiment faire travailler les méninges, et moi je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Et voilà, par contre, il faut bosser. Voilà. Il n'y a rien sans rien, de toute façon. Il n'y a rien sans travail et accepter l'échec. Parce que moi, je rencontre... Mais ça aussi, c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de manière générale dans l'enseignement supérieur. Non. Et moi, je récupère par moments des jeunes qui me disent « Oh, de toute façon, je suis nulle. » À 18, 25 ans, mais non, mais surtout pas. Surtout pas. Vous avez tout, puis tant mieux si vous vous plantez. Oui, mais ces réactions-là, ces messages, en tout cas, que vous transmettent ces élèves, c'est terrible d'entendre un gamin de 18 à 25 ans dire « Je suis nul ». Ça veut dire que toute sa vie, jusqu'à ses 25 ans, il a entendu ça parce qu'on lui a dit, parce qu'on lui a fait comprendre. Donc, ça prouve aussi qu'il y a un vrai sujet plus jeune dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur. On pourra en parler pendant des heures. Je voudrais en tout cas signaler que, preuve de son implication, l'ESC Compiègne détient le label Génération 2024, aussi délivré par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et en fait, c'est un label qui est, je ne savais pas, j'ai découvert ça en faisant mes recherches pour ce podcast. C'est destiné aux écoles qui développent des passerelles entre l'enseignement et le sport. Mais concrètement, ça vous apporte quoi ? C'est un label qui reconnaît en fait votre investissement pour et on le met en application aussi. Par exemple, moi j'aime bien cet exemple, pour les Bac+2, juste avant l'examen, d'aller vraiment passer son BTS, je vais vous dire, ils sont stressés. Là, d'un seul coup, ils se mettent tous à bosser. Donc, bien sûr qu'on fait des cours pour les révisions, mais une demi-journée, ils ont été au club de boxe pour s'entraîner, d'avoir un entraînement de boxe. D'accord. Voilà. Et puis pour se défouler. La cohésion de groupe. Parce que là où il y a une relation avec le sport, c'est que tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est un examen individuel, mais si on prépare en groupe, on a beaucoup plus de chances de le réussir. Et c'est là où les profs ont vraiment un rôle de coach, de leadership. Est-ce que vous pensez, Odile, que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont créer une sorte d'élan auprès des institutions, des écoles d'enseignement supérieur, auprès des élèves aussi, pour continuer dans cette voie et dans l'inclusion du sport dans les écoles ? Non, pour les autres écoles, j'en ai aucune idée. Pour la vôtre alors ? Pour nous, oui, puisque comme on a porté la flamme, donc bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est
tellement important et puis c'est tellement un symbole qui est formidable. Et j'ai mon BDE cette année qui s'est appelé le BDE de la flamme. J'ai trouvé ça excellent. Nous, on n'y est pour rien. Mais oui, il faut. C'est les valeurs qu'il faut. Et en tout cas, ce nom-là montre que ces valeurs qui sont les vôtres et tout ce que vous mettez en place, ça se diffuse derrière auprès des élèves. Donc c'est plutôt positif, j'imagine. Oui, c'est plutôt positif. Alors, ça, c'est clair qu'à l'ESC Compiègne, donc c'est moi qui l'ai repris. C'est vrai que je déteins beaucoup sur la philosophie de l'école, ça c'est certain. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je vais vous dire que non. Puis aujourd'hui, plus ça va, plus on a de monde. Tant mieux. On progresse tous les gens de nous 30% de plus tous les ans. Et d'élèves en plus. D'élèves, c'est énorme. D'élèves en plus, oui. 30%. C'est formidable. Ouais. Et quand on ça veut dire que les murs doivent s'élargir. Les murs s'élargissent, on devrait doubler la surface pour 2025. Ouais. Incroyable. Oui, c'est formidable. Donc, quelles sont vos prochaines ambitions alors pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années Les prochaines semaines, c'est bien d'intégrer les jeunes. Ouais. Donc, en fait, là, ils ont eu 3 jours d'intégration, surtout avec le BDE. Mais nous, on les a pris tous, classe par classe, à 3, pour bien leur expliquer ce que c'était l'alternance. Que les règles soient claires dès le début. Que les règles soient claires. Et après, le premier jour de cours, la première matinée, on leur explique bien le programme, la philosophie, comment on va y arriver. Pour qu'ils puissent s'en imprégner tout au long de l'année. Et puis après, l'année prochaine, on a cette année ouvert des nouveaux BTS qui correspondaient, nouveaux bachelors, je vous ai parlé du RH, qui correspondaient à une demande. Et en bac plus 5, aujourd'hui, on est plutôt commerce et marketing. Et on a une grosse demande sur la finance, mais pas pour faire des experts comptables, plutôt contrôleur de gestion, directeur administratif et financier. Donc, on va ouvrir un bac plus 4 et 5 en finance. Et puis, la logique RH, puisqu'on a eu une demande aussi. Si vous deviez être nommé ministre de l'enseignement supérieur demain, quelle serait votre première mesure ? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument détricoter certaines choses pour revenir à des fondamentaux. Il n'y a pas de honte à faire des dictées en primaire et au collège. Il n'y a pas de honte à faire du calcul et avoir des règles de 3, d'avoir un calcul mental jusqu'en terminale. Il faut absolument que pour former des gens, des jeunes qui vont rentrer dans les entreprises, qu'on ait les bases. Et puis après, je pense qu'il faut vraiment insister sur l'agilité. L'agilité, on donne une direction. Ouais, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Et là, on a eu tellement l'exemple incroyable avec l'IA. Il faut se remettre en cause, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend, ou plusieurs choses qui vous rendent optimiste ou que vous tenez à saluer ces derniers mois, ces dernières années dans l'univers de l'éducation et de la formation ? Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué ou vous avez dit « Putain, ça c'est génial » ou « J'aimerais bien mettre ça en place aussi à l'ESC Compiègne » Alors moi, ce que je trouve, c'est l'énergie des jeunes qui est de plus en plus importante. Je trouve qu'ils sont super. Ouais. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Après, au niveau éducation, oui. Nous, on va faire des belles choses. On est en train de monter, d'expérimenter des partenariats avec des entreprises qui n'arrivent pas à trouver, qui n'arrivent pas à embaucher. À recruter. Par exemple, sur notre bac plus 3 vente, on fait un partenariat avec Century 21. Century 21 a du mal à recruter. D'accord. Et quand il recrute, ça colle ou ça colle pas. Donc, dans une classe de 30 étudiants, on en a 12 qui font leur alternance chez Century 21. Et en plus des cours donnés par le certificateur, en plus des cours, il y a des personnes de Century 21 qui viennent leur donner des cours d'approfondissement. Et ça, je trouve ça extra. Et quand j'ai expliqué ça, il y a déjà une autre entreprise qui m'a dit « Je veux la même chose pour les BTS. » Et donc, on va créer ça. Oui, parce qu'il faut une dynamisme. Et ce que je trouve formidable, moi, c'est de continuer à expérimenter. Le message est passé. En tout cas, alors on arrive dans la dernière partie de cette interview et j'ai lu là récemment une interview que vous avez donnée sur le site de votre école. Et à la question « Quel message souhaitez-vous adresser aux anciens ?» de l'ESC Compiègne, vous répondez la chose suivante. « J'attends surtout que les liens se renforcent avec tous les anciens.
Fin de citation. Est-ce que ça veut dire que l'intergénérationnel, pour vous, c'est essentiel aujourd'hui? Oh oui. Ouais. Oui. Il n'y en a pas assez dans les entreprises, dans l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est un truc qu'il faut pousser de plus en plus parce Oui, que justement... moi je pense que ça a lieu dans les entreprises, franchement. Enfin, moi j'ai cette impression-là, en tout cas. Et sur les alumni, il y a beaucoup de monde qui m'appelle. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont alumni. Moi, là, dans mon équipe, j'en ai 2. Dans l'administration, j'ai mon commercial qui est un alumni. Puis là, la relation entreprise, je viens d'embaucher une jeune aussi que j'ai formée. Donc, je suis super fière. Et non, on a beaucoup d'alumni qui ont des postes formidables et qui viennent. Ils viennent à l'école alors que c'est des grands patrons. Donc, c'est extra. Et puis, c'est simple, c'est bien, c'est quelque part convivial. Des rôles modèles aussi pour ces jeunes. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a tous besoin de modèles pour réussir ? Peut-être pas pour réussir, mais pour avancer, je pense. Pour avancer ? Oui. Et vous, ce serait qui votre rôle modèle ? Ah, la question piège. Pour moi, mon modèle, Marie Curie. Pourquoi ? Marie Curie, parce que c'est une femme qui a eu du mal à se faire reconnaître, mais qui s'est fait reconnaître aussi. Et grâce à sa persévérance. Pas mal du tout. L'éducation supérieure en France traverse aussi, vous le savez, de nombreuses mutations avec une montée en puissance des formations en ligne, l'intelligence artificielle, on en a parlé, les diplômes alternatifs, une demande croissante aussi pour des compétences de plus en plus spécifiques aussi au marché dans lequel on travaille. Comment vous voyez l'évolution de ce secteur de l'enseignement supérieur, ces révolutions ? Est-ce que c'est un secteur qui va bien aujourd'hui ? C'est un secteur qui est complexe parce qu'aujourd'hui, on voit plein de petites formations. Des business models qui se créent là-dessus. Moi, ça me fait peur. Très franchement, il y a plein de petites écoles. Parce que c'est pas sérieux, parce que c'est intéressant. Il y en a qui ne sont pas sérieux, c'est clair, et il y en a qui sont sérieuses. Donc c'est ça qui vous inquiète. Oui. Ouais. Et puis après, être trop spécifique, c'est pas la demande des entreprises. Aujourd'hui, on commence par un métier, mais il faut savoir évoluer. Soyons agiles. On peut commencer en étant commercial, en allant au marketing ensuite, en allant au packaging après. Et voilà, donc il faut quand même ouvrir. Et là, l'éducation, on nous demande dans l'enseignement supérieur d'être de plus en plus pointu. Donc je corresponds parce que je suis obligée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, avec le recul, et ce sera mon avant-dernière question, on peut souvent voir un peu plus clairement les moments clés qui ont façonné une carrière, des grands moments de vie. Si vous pouviez revenir en arrière, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, notamment dans ce secteur de l'enseignement supérieur et de l'orientation, ou une décision que vous auriez prise différemment, ou quelque chose que vous saluez, que vous regardez avec sourire aujourd'hui, où vous dites je crois que j'ai pris la bonne décision? Ah oui, mettre l'école en alternance. Ça a été une formidable décision. Malgré les difficultés. Ah oui, mais c'est parce que je viens du monde de l'entreprise. Hein. Donc moi, j'ai plus d'expérience en entreprise que dans le monde de l'éducation. Puis jamais je pensais devenir directrice. Hein. Je n'étais pas fan du tout d'école. Puis je n'étais pas devant le premier rang, moi. J'étais plutôt... Les enfants, si vous écoutez ce podcast... Non, mais comme quoi, quand on veut, moi, je pense que c'est aussi notre envie qui décide. Et après, il faut travailler. Mais travailler peut-être autrement. Et pas que sur les bancs de l'école. Avec des parcours atypiques aussi. Parcours atypiques, mais bien sûr. Est-ce que ça veut dire aussi que les enseignants, vous poussez en tout cas pour que les enseignants, quels qu'ils soient, primaire, collège, lycée, supérieur, aient de plus en plus d'expérience en entreprise? Ça serait formidable. Ce qu'ils n'ont pas dans le système secondaire, en tout cas. Alors, il y a un petit peu. Moi, j'étais au centre des jeunes dirigeants très longtemps. Ouais. Et avec le CJD, il y a des proviseurs qui passaient une semaine avec des dirigeants. Et ça, c'est formidable. Génial. Ça, il faut faire. Alors nous, à l'école, chaque professeur suit minimum 5 jeunes en alternance. Ça veut dire qu'ils vont dans les entreprises pour voir ce que fait le jeune. Ils se déplacent et ils font. Et généralement, ils en reviennent, ils sont super contents. Parce que justement, ils voient l'entreprise. Ils en apprennent... ils gardent le lien avec l'entreprise parce que généralement, soit ils ont travaillé pendant 10 ans, soit ils sont encore en activité, mais ça leur donne une ouverture sur la culture d'entreprise qui évolue beaucoup. Donc franchement, il ne faut pas être à côté de la plaque. Bon, donc on les encourage, c'est votre message à le faire. Oui. Bon, merci Odile, on arrive à notre dernière question. Qui devrait être, selon vous, le prochain invité de 20 sur 20 ?
Aïe, aïe, aïe. Je sais que c'est pas une question facile. Non, c'est pas une question facile. Je dirais quelqu'un peut-être de France Compétences ou ou pourquoi pas le ministre de l'enseignement supérieur, mais peut-être pas tout seul. Peut-être non, avec une entreprise. Ok, pour challenger un peu le ministre. Pour challenger, voilà. Bon, à l'heure où on enregistre ce podcast, nous avons un gouvernement démissionnaire. Nous n'avons pas encore de ministre de l'enseignement supérieur, mais en tout cas, le message sera passé. On va les contacter et puis on va voir si on les attend avec impatience, en tout cas. Merci infiniment. Merci à vous. Gonzalez d'avoir été parmi nous, c'est vrai? Oui. Bon, écoutez, je crois que les messages ont été passés. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites aussi pour les élèves, vos étudiants, et puis pour ce lien qu'on retient, je crois, de cette interview entre sport et éducation. Oui. Je crois que c'est des valeurs qu'on peut continuer de mettre en avant bien au-delà de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été parmi nous.